ETVciens, ETVciennes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Face à la presse. Je vous rappelle que cette émission est en simultané sur Internet et que vous pouvez nous suivre sur votre ordinateur, sur votre téléphone mobile, ainsi que sur vos tablettes numériques à l'adresse ci-dessous. Voilà, efm-etv.com. Je vous rappelle également que cette émission est diffusée en radio sur EFM Radio et c'est bien sûr sur la bande FM au 96 FM, tout simplement. Voilà pour les petits rappels. Parmi nous, aujourd'hui, notre confrère André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antilles. André-Jean, bonjour. Bonjour Jean-Yves. Bienvenue dans les studios d'ETV à Jarry. À Jarry, absolument. Et alors, l'actualité de ces derniers temps, bien sûr, c'est Donald Trump qui est élu président des États-Unis. Et cette semaine, nous avons François Fillon qui remporte les primaires de la droite. Un petit commentaire ? De la droite et du centre. Et du centre. Paraît-il. Il y a un peu de la gauche d'ailleurs, parce qu'il paraît que... Il paraît qu'il y a 7-8% de socialistes qui ont été votés. Et ils ont voté Juppé, semble-t-il. Et bien c'est râpé, c'est Fillon. Alors, ils n'ont pas voulu, enfin, à mon avis, ils n'ont pas voulu Nicolas Sarkozy. Là, avec Fillon, ils vont être servis. Ça fait beaucoup, 7-8%. Il est très, comment dire, il est pire que dans ses bottes. Il est figé dans son costume. Et alors l'invité de cette semaine dans Face à la presse, c'est le docteur André Atala. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous connaissez la tradition dans Face à la presse puisque vous étiez déjà venu il y a 2 ans. Donc ce qu'on va vous demander c'est de nous dire qui est le docteur Atala tout simplement, votre parcours. Vous avez à peu près 1 minute. Bien, je suis André Atala, je suis né à Basse-Terre en Guadeloupe. Je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai fait toute ma scolarité à Basse-Terre, j'ai fait mes études de médecine à Toulouse. Et puis, malgré plusieurs propositions, j'ai fait le choix de revenir chez moi en Guadeloupe, à Basse-Terre, pour travailler en tant que cardiologue hospitalier au centre hospitalier de Basse-Terre. Bien, on entame tout de suite par une première question, c'est moi qui vais la poser. Alors vous avez le projet de loi de modernisation de notre système de santé qui a été définitivement adopté en début d'année. Pourriez-vous nous rappeler les axes forts de ce projet ? Alors voici un exemple de beau projet réalisé par ce gouvernement qui est tant décrié. Et lorsqu'on rentrera vraiment dans le détail de ce projet, on se rendra compte que c'est une véritable plus-value pour la santé des Français, mais également des Guadeloupéens. Il y a un axe très fort, et moi j'y crois beaucoup, c'est la prévention. En donnant de vrais moyens pour la prévention, le système français est l'un des meilleurs au monde, surtout pour le soin. On ne consacre malheureusement que 3% pour la prévention. Faire un infarctus du myocarde, le soigner, sauver des vies, c'est bien, mais si on arrivait, en faisant de la prévention, à éviter que cet infarctus arrive, ça serait mieux. Donc prévenir plutôt que guérir, c'est l'un des axes forts de cette loi. Deuxième élément très important, c'est tout ce qui est la personne âgée, c'est l'accompagnement au vieillissement. Et la Guadeloupe va devenir, avec la Corse, avec la Martinique, l'un des pays les plus âgés, avec un taux de personnes de plus de 65 et surtout de plus de 80 ans important. Donc il y a toute une réflexion qu'il faut mettre en place. Et ce qui est bien dans cette loi, c'est que ça ne parle pas que de santé, ça parle de l'aménagement, de l'habitat. Il faut construire maintenant en se disant qu'un jour, malheureusement avec l'âge, on pourra devenir handicapé. Donc il faut construire ce qu'on appelle handicapable. Voilà. La formation, très important de créer et de former des professionnels de santé pour accompagner ces personnes. On ne pourra pas mettre tout le monde dans des EHPAD à 3 000 € l'EHPAD. Et puis, bien sûr, la formation des médecins, parce que c'est une spécialité nouvelle qui de plus en plus se fait jour, qui est la gériatrie. Et conforter l'hôpital, je crois que l'hôpital, c'est un lieu d'excellence. En maintenant davantage ce lien entre le privé et le public, parce qu'on a l'impression qu'on a le libéral de côté, l'hospitalier de l'autre, et il faut créer davantage de liens entre le public et le privé. C'est parmi les actions fortes de cette loi, qui est une très belle loi. Alors bien sûr, ça a été décrié, l'exonération du ticket modérateur. C'est vrai que lorsqu'on vient voir un médecin, il y aura une prise en charge et le patient n'aura pas à faire l'avance des frais. Ça peut paraître un détail, mais pour des gens qui se retrouvent avec des revenus très modestes, ce n'est pas rien. Et on sait très bien qu'il y a, malheureusement, dans le système français, toujours, malgré le fait que ce soit l'un des meilleurs, il y a quand même une inégalité sociale et santé. Et ça se retrouve très bien en Guadeloupe, mais également dans l'Hexagone. Entre un ouvrier et un patron de la même entreprise, vous avez 6 ans d'écart de vie.
Pourtant, nous sommes dans le même pays, nous sommes dans la même entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix réduire. Quand vous dites 6 ans... D'espérance de vie, c'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui a 45 ans dans une entreprise, et puis entre le patron et l'ouvrier de cette entreprise, il y a 6 ans d'espérance de vie à partir de 45 ans, c'est-à-dire que l'ouvrier mourra plus tôt que son patron. Malheureusement, c'est le système. Inégalité sociale et santé, c'est véritablement un point qui est fort, sur lequel il faut à tout prix lutter. De grands progrès ont été faits en médecine, mais il y a toujours ce hiatus selon le niveau social des gens. 6 ans, ça fait beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme, oui. André Jean ? Le médecin généraliste, ce sont les soins de proximité. Quel est son rôle dans ce projet de loi? Est-ce qu'on a parlé de lui? Il devient le pivot. Il devient le pivot. Donc s'il est pivot, il est essentiel. Tout à fait. Il est essentiel. Je prends l'exemple de l'hypertension artérielle. Souvent, on se dit que c'est une spécialité, l'hypertension. Il y a des hypertensiologues, des spécialistes de l'hypertension. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette spécialité. Le médecin libéral, le médecin généraliste est pour moi le pion essentiel de la prise en charge de l'hypertendu. Lorsque cette hypertension se complique, lorsque cette hypertension est résistante, c'est-à-dire que le patient a 3 traitements et que malgré ça, la tension reste élevée, il peut être nécessaire de passer la main à des centres experts pour pouvoir le faire. Mais la plupart du temps, un traitement bien suivi est fondamental et le rôle du médecin généraliste est fondamental. Là où on devrait un tout petit peu renforcer la prise en charge de cette pathologie, l'hypertension, c'est toute la dimension éducation thérapeutique. Nous avons les médicaments efficaces, mais il faut que les patients adhèrent à son traitement et le rôle du médecin généraliste, il ne faut pas oublier les infirmiers libéraux, il ne faut pas oublier les pharmaciens, est fondamental parce que nous avons en Guadeloupe 52 000 hypertendus, ils ne vont pas être tous suivis que par des cardiologues, des spécialistes. Voici un exemple parmi tant d'autres. Il y a également toute la partie pédiatrique, la petite enfance. Il est même prévu dans ce projet de loi de créer une espèce de, non pas de spécialité, mais une compétence renforcée des médecins généralistes dans le domaine de la pédiatrie, surtout pour les enfants qui ont des maladies chroniques. Je pense à des enfants qui sont en surpoids, qui sont obèses. Souvent, le médecin traitant va voir le gosse pendant une vaccination. Et ce suivi particulier qu'aura besoin ce jeune, il faudra un vrai suivi en dehors du fait qu'il le voit de temps en temps pour une vaccination. Ça fait partie également des belles actions menées dans le cadre de cette loi. Et c'est lui qui peut dire aux parents de cet enfant, de ce petit enfant qui est obèse, qui peut leur donner des conseils, qui peut leur dire de consulter, etc. etc. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Et donc, il est prévu dans cette loi, parce que le médecin qui a une formation classique n'a pas toujours, je dirais, cette compétence dans ce domaine. Donc, le médecin généraliste qui le souhaitera pourra donc faire cette formation complémentaire et les parents pourront le désigner, en plus de son médecin traitant, ils pourront choisir un médecin particulièrement pour cette prise en charge et le suivi de l'enfant si cet enfant a une problématique qui nécessite un suivi au long cours. Alors, le Sénat a achevé il y a quelques jours l'examen des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que ça va apporter pour les hôpitaux en Guadeloupe ? Alors c'est une belle victoire que celle remportée, si je peux dire, pour les hôpitaux tels que Marie-Galante, tels que Saint-Martin et l'hôpital de Basse-Terre, le centre hospitalier de Basse-Terre. Quand vous avez des hôpitaux qui sont à plus de 45 minutes d'un hôpital recours, le CHU, mais que la position de cet hôpital est importante sur le plan de la santé publique, le bassin de population n'est pas assez important pour qu'il soit rentable, parce que malheureusement, depuis la tarification à l'activité, vous savez, les hôpitaux avaient avant un budget global, donc l'hôpital de Basse-Terre savait qu'il avait 40 millions et il gérait avec ces 40 millions. Maintenant, c'est l'activité qui va engendrer les recettes. Et quand le bassin de santé n'est pas important, cet hôpital n'est pas rentable en soi, et donc ces hôpitaux qui sont dits isolés, à plus de 45 minutes en moyenne d'un hôpital plus gros, le CHU, peuvent bénéficier de ce qu'on appelle une mission d'intérêt général, de moyens financiers supplémentaires pour poursuivre leur mission, même si elle n'est pas rentable sur le plan économique. Voilà. Ce qui pêchait actuellement pour nos hôpitaux, c'est qu'il y avait un critère qui était celui de la densité de population. Et dans les îles, on sait très bien que les densités sont souvent importantes. Donc ce que le Sénat a accepté de faire, c'est de dire nous allons enlever ce critère de densité de population si cet hôpital, il est nécessaire qu'il soit maintenu et qu'il est à plus de 45 minutes d'un autre hôpital plus gros. Par exemple, pour la maternité. C'est un critère qui est redéfini, en fait. Voilà, qui est redéfini, pas que pour l'outre-mer,
pour les régions insulaires. La Corse pourra aussi bénéficier de ce projet. On n'a pas voulu, on ne parle que de l'outre-mer encore une fois, c'est les régions insulaires, parce que sur les îles, souvent, la densité de population est assez conséquente, et c'était dommage de pénaliser ces hôpitaux. Donc c'est une belle victoire pour la santé en général et en Guadeloupe particulièrement. André Jean ? Vous êtes vice-président de la Fédération hospitalière. Il y a quelque temps, au CHU, il y avait une grève. Dites-nous en plus. Alors c'est vrai qu'au CHU, la grève, c'était lié aux contractuels qui souhaitaient une titularisation. C'est vrai que l'État, le gouvernement actuel, a pris la décision. C'est la première fois que ça se voit dans le système hospitalier français, que l'État finance à 100% la reconstruction de l'hôpital. Ça ne s'est jamais vu. Donc ça a été là aussi un gros combat que nous avons mené. Nous savions très bien que la situation du CHU ne lui permettait pas, quel que soit l'emprunt qui pouvait s'installer sur 30 ou 40 ou 50 ans, de reconstruire comme il fallait cet hôpital. Un combat difficile. Et je vous le dis, c'est la seule fois dans l'histoire du système hospitalier que l'hôpital est entièrement reconstruit grâce au financement de l'État. À partir de là, il y a effectivement des efforts qui sont demandés en contrepartie, puisque bon, les deniers publics, il faut les gérer au mieux. Ce CHU a un potentiel et je reste persuadé que lorsqu'il sera dans des locaux beaucoup plus fonctionnels, alors bien sûr ce n'est pas le bâtiment qui fait la qualité des soins, mais nous l'avons vécu nous à Basse-Terre, mon service de cardio d'il y a quelques années, le service actuel, c'est vrai que la qualité du soin pour le personnel, la pénibilité du travail, on a d'ailleurs moins d'arrêts de travail qu'on avait avant, parce que toute l'ergonomie qui est bien sûr mise en place dans un hôpital qui est réfléchi et qui est tout neuf est totalement différent. Le bien-être des patients, vous avez une terrasse tout autour du service, quand vous avez des visites, au lieu de venir encombrer le couloir, ça n'a l'air de rien, il y a des visites extérieures, les chambres c'est 1 ou 2 personnes, pas plus, alors qu'avant on avait des chambres à 4 lits, c'était pénible, donc ça serait une véritable plus-value. À partir de là, il y a des axes forts au niveau de ce CHU, et je reste persuadé que plus vite il sera reconstruit, mieux la santé se portera en Guadeloupe, et ce CHU doit aussi accepter le principe de travailler en complémentarité avec les autres structures hospitalières. C'est-à-dire que lorsque techniquement il y a une structure qui fait un bon travail sur un hôpital, la cardiologie à Basse-Terre par exemple, tout ce qui est la stimulation cardiaque, mettre en place des défibrillateurs, on a un peu pignon sur route, la réadaptation cardiaque, la psychiatrie à Saint-Claude, il faut accepter dans ce petit pays de 400 000 habitants, avec une densité médicale, une démographie médicale qui est quand même faible, même si elle s'améliore, de pouvoir travailler en complémentarité de façon à laisser à ce CHU certaines techniques relevant d'un CHU. La grève, docteur. Alors, la grève actuellement est résolue. Et pourquoi il y avait une grève? Il y avait une grève parce qu'on leur donne un plus bel outil bientôt? Non, il y avait beaucoup de personnes qui étaient contractuelles. Et ils demandaient certaines garanties concernant leur titularisation. D'accord. Donc il y a un plan qui a été... C'est acté? C'est acté, c'est-à-dire qu'il y a un plan, il y a une signature qui a été faite actuellement au niveau de la DRH. D'accord. Et donc il y a un plan. Alors, bien sûr, c'est acté, mais étalé, ils l'ont accepté sur plusieurs années, et bien sûr, ce n'est pas dans 6 mois. D'accord. Et pourquoi il y a autant de déficits pour les CHU et les hôpitaux en Guadeloupe? Alors c'est une belle question. C'est une belle question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des CHU de France est déficitaire depuis cette fameuse tarification à l'activité. Je vous explique, j'ai bien suivi ce projet puisque moi j'étais bien placé au niveau de la Fédération hospitalière de France. Tout à fait. À l'origine, il était prévu que 50% des recettes de l'hôpital soient de la T2A, de la tarification à l'activité, et 50%, puisque l'hôpital a un rôle de mission de service public, 50% c'était ce qu'on appelle un budget qui était un budget pérenne. C'était à l'origine le bébé de la Fédération hospitalière de France. C'est ce qui était prévu. L'ancien gouvernement, dirigé par M. Sarkozy, est passé par là. Les méchants. Et en fait, les méchants. Et puis, ils ont décidé de mettre la tarification à l'activité pour toutes les recettes de l'hôpital, sauf pour certaines missions de service public. Il y avait une volonté de quoi en faisant ça? Quelque chose de rationnel, je suppose? Oui, à l'origine, ça peut se comprendre. C'est les hôpitaux qui travaillent, ils ont plus de recettes, et ça peut se comprendre. Sauf que vous avez certains hôpitaux qui étaient déjà bien structurés, qui avaient déjà bien pris de l'avance, qui étaient dans les locaux tout neufs, opérationnels, avec un superbe équipement. On leur demandait d'être financés uniquement par une tarification à l'activité, ceux-là s'en sont sortis. Ceux qui avaient un retard structurel, tel que le CHU, on lui demandait de prendre la ligne de départ, à un moment il n'était pas prêt. Donc cette tarification a été un peu brutale. Deuxième élément très important, et c'est mon combat depuis 10 ans,
Le coefficient correcteur géographique, lorsque vous soignez quelqu'un en Guadeloupe, ça coûte plus cher. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le personnel coûte 40%. Parce que les médecins coûtent 20%. Parce que lorsque vous achetez un échographe, il faut le faire venir. Il faut le faire venir pour la maintenance. Voilà. Etc., etc. Moi, je vais à la mi-décembre au congrès d'hypertension artérielle. Je dois payer, enfin l'hôpital ou moi, je dois payer le billet d'avion. Il faut que je parte la veille. Donc il y a une journée où je ne travaille pas. J'ai ce qu'on appelle les délais de route. L'anecdote fera que ma fille, qui est cardiologue à Necker, viendra à ce congrès. Ça lui coûtera le prix du ticket de métro. Et donc, quand on multiplie par le nombre de médecins ou d'infirmiers qui partent en formation, on voit déjà le surcoût. Ce coefficient correcteur géographique est de 26%. Lorsqu'un infarctus est hospitalisé à Paris, pour faire simple, ça va rapporter 6 000 € à l'hôpital à Paris. Lorsqu'il est hospitalisé dans mon service, c'est 6 000 € plus 26%. Nous considérons que ce surcoût, ce coefficient, doit être aux alentours de 35. Si nous obtenons 30%, financièrement, même si ce n'est que 4%, ce coefficient correcteur, s'il passe de 26 à 30%, ça serait plusieurs milliers d'euros dans les recettes des hôpitaux. Mais qui va payer si on passe de 26 à 30? Actuellement, à La Réunion, ils sont à 31. Ouais. Mais qui paie? Qui paie? Il faut que la solidarité nationale joue là-dessus. Voilà, il n'y a pas de raison que le Guadeloupéen soit moins bien soigné Absolument. Que quelqu'un qui soit à Paris, à Montpellier ou à Toulouse. Et justement, peut-on dire qu'en Guadeloupe, est-ce qu'on est bien soigné par rapport à la métropole ou pas? Alors, il y a des équipes, si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour certaines techniques, il faut regrouper certaines techniques compliquées. Je prends l'exemple de la chirurgie cardiaque. Elle est en Martinique. Il n'est pas question qu'on ait demain une chirurgie cardiaque en Guadeloupe parce qu'il faut un certain volume d'activité, une certaine compétence. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'un seul service de chirurgie cardiaque pour l'outre-mer, enfin, pour Martinique, Guadeloupe, Guyane, ça suffit. À nous d'améliorer la communication, l'hélico, quand il faut y aller, etc. Voilà. Donc là-dessus, voilà. Vous avez des équipes qui sont très compétentes et qui travaillent. Voilà. Il y en a d'autres pour lesquelles on a besoin, effectivement, de renfort de certains spécialistes. Et ça, c'est le travail de la fédération hospitalière, puisqu'on met en place un groupe de travail dessus, mais également du CHU, des hôpitaux, des conférences pour pouvoir réfléchir sur nos besoins de demain. Et lorsque nous avons, et il y en a actuellement, de jeunes internes qui sont brillants, qui sont actuellement sur la métropole, il faut déjà les repérer, déjà prendre contact avec eux et leur dire voilà demain ce que vous aurez. Alors, comment vous vous y prenez? Comment je m'y prends? Alors, nous avons des internes actuellement de qualité. Nous avons ce qu'on appelle l'Observatoire régional de la démographie des professionnels de santé qui existe actuellement en Guadeloupe. J'en fais partie. Et nous savons, à partir des besoins, combien de cardiologues il va nous manquer. Par exemple, la cancérologie va être un pôle important au niveau de futur CHU. Il nous faut des radiothérapeutes, des cancéros. Nous sommes déjà en contact avec de jeunes cancérologues et radiothérapeutes en leur disant voici le plan de ce futur hôpital. Voilà le cyclotron, voilà le TET scan. Vous aurez un appareillage aussi bien que celui de Bordeaux, celui de Paris, si vous voulez revenir. Ce qui attire un jeune médecin, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas que l'aspect financier. Bien sûr, il a fait 10 ans d'études, il faut qu'il soit payé en conséquence. Mais si on lui garantit à ce jeune de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, il reviendra. Et c'est un peu comme au foot, quand vous voulez recruter un joueur, il ne faut pas attendre qu'il soit complètement installé dans un club. Quand c'est un espoir, il faut déjà le recruter et le mettre dans de bonnes conditions. André-Jean ? Dans la grille du CHU, le directeur adjoint a dit que certains n'ont pas été admis au concours, mais on les a gardés quand même. Est-ce que ça vous semble... Au niveau du personnel, vous dites ou... Oui. Est-ce que ça vous semble rassurant? Alors, on peut ne pas avoir réussi un concours et avoir la compétence. Donc ce qu'il faut, c'est ils vont rester contractuels et leur donner la possibilité, grâce à un budget de formation, grâce à un soutien, puisque dans les frais du personnel, la DRH a aussi comme mission d'accompagner l'épanouissement du personnel et leur permettre d'avoir cette occasion de repasser. On peut espérer qu'on va les former un peu mieux, un peu plus, et qu'ils pourront repasser le concours et avoir la compétence réelle. C'est obligatoire. Pourquoi cette carence, justement, au niveau de la formation? Alors, au niveau de la formation, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a toujours souvent besoin de partir, si vous voulez, sur certains centres de la métropole ou à l'étranger pour vraiment avoir cette formation de qualité. Et c'est vrai que le budget formation de l'hôpital, c'est souvent le parent pauvre. Pourquoi? Parce que il faut finir d'assurer, il faut payer les fournisseurs, il faut payer les salaires, il faut payer l'équipement. Et on a un budget formation. Par exemple, pour les médecins, le plancher de ce budget de formation, c'est 0,75% de la masse salariale. Les hôpitaux vont appliquer ce que dit la loi, ce minimum. Pour moi, il est totalement insuffisant parce que rien que le prix d'un billet d'avion ou deux pour aller en métropole se former
les 0,75% de ce budget formation, il est déjà englouti. Donc il faut revoir la copie, et c'est ce que nous proposons au niveau de la Fédération hospitalière de Guadeloupe. D'accord. André-Jean? Non, je n'ai plus de questions. Non, vous n'avez plus de questions? Plus de questions, j'aimerais bien qu'on passe à la deuxième partie. Et oui, et juste avant la deuxième partie, Monsieur Atala, la tradition, c'est... Ah oui, une publicité. Ben, je vous donne rendez-vous à tous, surtout ne ratez pas cet événement important pour l'avenir et la démocratie. Le 21 et 27 janvier, ce sera les primaires de l'Alliance populaire, les primaires de la gauche. Nous vous invitons à venir très nombreux voter pour ces primaires qui sont importantes pour la Guadeloupe. Ça, c'est la pub pour le PS. Hein. Voilà, mais c'est tout de suite l'heure de la publicité sur ETV. Publicité.